La croissance du secteur de l'influence au niveau mondial mais aussi française, elle est complètement exponentielle. En 2024, le secteur il pèse à peu près 24 milliards de dollars. Fin 2025, il était estimé à 32 milliards de dollars au niveau mondial. Donc on voit que c'est un secteur économique qui a de plus en plus d'impact sur la société et que l'influence marketing, c'est une forme de publicité qui commence à remplacer pas mal d'autres pour beaucoup d'annonceurs. Ce qui est compliqué pour la plupart d'entre eux, pour les créateurs, c'est la question du business model. Aujourd'hui, les influenceurs occupent une place centrale dans nos vies. Ils inspirent, recommandent et influencent nos choix et leur impact dépasse largement ceux des réseaux sociaux. L'influence est un secteur en pleine croissance mais qui continue de soulever de nombreuses questions. À l'heure des enjeux climatiques et sociaux, une nouvelle réflexion s'impose. Comment rendre l'influence plus responsable, plus cohérente, plus transparente? Et à quoi ressemble concrètement l'influence responsable? Pour en parler, j'ai rencontré Amélie Deloche, qui est cofondatrice de Paye ton influence, un collectif dont l'objectif est de promouvoir une influence responsable. Bonjour Amélie. Bonjour. Alors tu as créé Paye ton influence en 2021. Est-ce que tu peux me dire sur quel constat tu as créé ce collectif ? Alors, Paye ton influence, donc oui, ça a été créé en décembre 2021 et ça répondait à deux constats. Le premier qui était que les influenceurs, les créateurs de contenu, aujourd'hui, ils étaient suivis par près de 80% des 15-25 ans, que donc ils avaient un impact assez énorme sur ma génération. Donc à l'époque, quand j'ai créé Paye ton influence, j'avais 25-26 ans. Et que du coup, ils pouvaient être des vecteurs extrêmement efficaces de la transition écologique. Un sujet sur lequel je travaillais déjà à l'époque. Et de ce constat, en est venu un autre qui était que certes, oui, les influenceurs, ils pouvaient justement sensibiliser des audiences assez larges aux questions environnementales, faire en sorte qu'elles sortent des cercles de convaincus. Est venu le constat que aujourd'hui, quand on regarde les réseaux sociaux, les influenceurs les plus suivis, Inoxtag, Squeezie, Situation, etc., c'est des créateurs de contenu qui vont normaliser, valoriser des modes de vie et de consommation à rebours des enjeux environnementaux. Donc le fait par exemple d'avoir des modes de vie extrêmement carbonés, de beaucoup prendre l'avion, des collaborations commerciales avec des marques et entités qui ne sont pas très éthiques. Et donc on s'est dit qu'il y avait un sujet à aller un peu réveiller les influenceurs sur leur responsabilité face à l'impact qu'ils pouvaient avoir sur leur audience, notamment leurs audiences jeunes. Et donc aller un peu les réveiller sur les questions environnementales en leur disant en fait les gars, on a besoin de vous aujourd'hui pour sensibiliser la première génération qui va être complètement impactée par les impacts du changement climatique et faire en sorte de démocratiser ces sujets-là auprès d'une audience beaucoup plus large, quoi. Et alors, un influenceur, qu'est-ce que c'est ? Est-ce qu'on a une définition claire de ce qu'est un influenceur ? Alors maintenant, on a une définition officielle depuis une loi qui a été votée en juin 2023. C'est la première loi sur l'influence commerciale d'ailleurs au monde, qui a été, on est le premier en France, on est les précurseurs là-dessus. Et dans cette loi, concrètement, la définition d'un influenceur, c'est une personnalité qui monétise sa visibilité en ligne à travers le placement de produits ou la collaboration commerciale. Donc aujourd'hui, c'est des créateurs de contenu qui sont sur les réseaux sociaux, Instagram, Snapchat, TikTok, etc. et qui vont faire des collaborations avec des marques et justement monétiser leur visibilité et leur audience. Donc on soit beaucoup suivi ou pas beaucoup suivi finalement. Exactement. Aujourd'hui, on peut avoir des nano-influenceurs, donc ça peut être vraiment même des influenceurs qui ont à peine 1000 abonnés, jusqu'aux influenceurs qu'on connaît tous avec des millions d'abonnés sur les réseaux. Alors tu dis que la France justement a fait cette première loi. Pourquoi la France est en avance justement ? Est-ce qu'il y a quelque chose, un déclic ? Il y a eu un gros déclic en France, oui, à l'été 2022. Il y a eu une affaire, l'affaire des influx-voleurs qu'on appelle. Donc c'est le rappeur Booba qui a commencé à dénoncer en fait les pratiques de certains influenceurs sur X, donc Twitter encore à l'époque, en mettant en avant certains notamment influenceurs télé-réalité qui arnaquaient en fait leurs audiences avec notamment des formations pour faire de la crypto-monnaie, etc. Ou alors vendre des produits, faire des collaborations avec des marques qui faisaient du dropshipping ou la promotion de produits qui n'étaient pas conformes aux règles européennes. Donc en fait, Booba a dénoncé un peu toutes ces pratiques de certains influenceurs télé-réalité et a utilisé notamment le hashtag influvoleur. Et en fait, quand il a commencé à dénoncer, ça a mené à une vague de témoignages en fait, d'audience de ces influenceurs-là qui avaient été justement soit arnaqués, soit trompés
démontré par ces créateurs de contenu. Et ça a pris une très très grosse ampleur. Il y a notamment une agence d'influenceurs qui s'appelle l'agence Shona Evans, donc créée par Magali Berda, qui était une agence d'influenceurs spécialisée sur les influenceurs télé-réalité, qui en fait a été extrêmement ciblée parce que beaucoup des créateurs justement qui étaient suivis par cette agence étaient dénoncés par Booba. Et en fait, ça a pris une telle ampleur que les pouvoirs publics ont vu ce qui se passait, ont commencé à s'y intéresser, notamment à l'époque le ministre de l'économie Bruno Le Maire. Et donc le gouvernement, les pouvoirs publics se sont dit « Ah, il y a peut-être un sujet de se dire s'il y a autant de personnes qui sont impactées par les influenceurs négativement, peut-être qu'il y a un enjeu à mieux encadrer le secteur ». Et c'est de là, en fait, que sont parties les premières discussions autour du fait de créer une loi sur l'influence marketing en France. Avant 2023, il n'y avait rien du tout. Avant 2023, il n'y avait pas de loi spécifique à l'influence marketing, mais ce qu'il faut comprendre, et ce qui a mis du temps aussi à comprendre le secteur, c'est que l'influence marketing, c'est de la publicité. C'est juste une autre manière de faire de la publicité, c'est passé par des tiers de confiance que sont les créateurs de contenu influenceurs, mais c'est de la publicité. Donc même avant cette loi, en fait, les influenceurs, et globalement les personnes qui font du marketing d'influence, même les annonceurs qui passent par les créateurs, en fait, eux-mêmes devaient respecter ce cadre qui encadrait la publicité, ce qui n'était en fait pas fait, quasiment pas en tout cas. Et donc cette loi influenceur a aussi rappelé que le secteur de l'influence doit respecter en fait tout le cadre légal autour de la publicité. Et aujourd'hui en Europe, est-ce qu'on a ce même type de loi dans chaque pays ? Alors aujourd'hui, on n'a pas d'autres lois concernant spécifiquement les influenceurs dans d'autres pays. Par contre, on a des nouvelles législations qui sont arrivées, mais plutôt de l'autorégulation. En France, on a ce qu'on appelle l'ARPP, c'est en gros l'autorégulation du secteur de la publicité. Et en fait, on a ce type d'entité aussi ailleurs en Europe. Et c'est plutôt à travers l'autorégulation que les autres pays sont finalement allés un peu plus loin. Mais il n'y a pas encore eu d'autres lois européennes aussi ambitieuses en fait que ce qu'il y a eu en France pour l'instant. Est-ce que tu sais s'ils sont en train de travailler dessus ou c'est en cours ou pas du tout ? On a un syndicat de la Creators Economy qui s'est monté justement dans le cadre de la loi influenceur qui s'appelle l'UMIC, l'Union des métiers de l'influence et des créateurs de contenu. Et je sais que l'UMIC discute en fait avec justement d'autres acteurs européens sur l'influence marketing. Donc potentiellement oui, il va y avoir des lois dans les prochaines années. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a beaucoup d'autres pays européens, notamment l'Espagne et l'Italie, mais aussi la Belgique, qui s'inspirent ou qui vont s'inspirer de ce qui a été fait en France pour faire d'autres législations ou d'autres lois à peu près similaires. Toi, depuis que tu as lancé du coup Paye ton influence, c'est quoi la croissance justement du secteur ? Comment tu le définis aujourd'hui ? La croissance du secteur de l'influence au niveau mondial, mais aussi française, elle est complètement exponentielle. En 2024, le secteur il pèse à peu près 24 milliards de dollars. Fin 2025, il était estimé à 32 milliards de dollars au niveau mondial. Alors c'est compliqué d'avoir des chiffres précis, de savoir ce que ça englobe. Il y a aussi pas mal de chiffres différents, etc. Mais globalement, ce qu'on constate, c'est une croissance exponentielle du secteur au niveau mondial. Donc on voit que c'est un secteur économique qui a de plus en plus d'impact sur la société et que l'influence marketing, c'est une forme de publicité qui commence à remplacer pas mal d'autres pour beaucoup d'annonceurs. D'ailleurs, que ce soit pour des grosses entreprises ou pour des petites entreprises, même pour des associations et des ONG aujourd'hui. En fait, les influenceurs, aujourd'hui, c'est prouvé qu'ils ont cette capacité beaucoup plus grande à avoir un pouvoir de prescription, donc par exemple à faire vendre concrètement, à faire vendre que ce soit des produits, des services ou même des idées. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on a énormément d'annonceurs qui passent par eux parce qu'ils savent que ça fonctionne, notamment quand c'est bien fait. Donc, tu l'as dit, il y a une croissance des influenceurs, mais j'imagine que c'est pas dans toutes les catégories la même chose. Est-ce qu'il y a un type d'influence qui prime aujourd'hui ? Dans les thématiques d'influenceurs, il y a un type d'influence qui prime, c'est l'influence, ce qu'on appelle lifestyle, qui regroupe quand même plein de types d'influenceurs différents. On va y avoir par exemple des influenceurs mode, influenceurs déco, famille, etc. Donc on a une grosse partie des créateurs de contenu qui sont en lien avec les modes de vie concrètement et se mettre en scène dans sa vie en général concrètement, avec des fois des thématiques un peu plus précises, mais globalement c'est le lifestyle qui domine. C'est plus de 80% des influenceurs aujourd'hui
sur les réseaux sociaux et c'est ceux aussi qui sont les plus visibles et les plus suivis concrètement. Aujourd'hui, typiquement une Léna Situation, on peut dire que c'est une influenceuse lifestyle et c'est la plus suivie en France. Alors, un peu moins Squeezie, on va plus dire divertissement gaming par exemple, mais globalement c'est aujourd'hui le lifestyle qui domine. Et dans le lifestyle en fait, c'est là où on retrouve plein de types d'annonceurs et de marques différents et notamment des marques qui vont être potentiellement des fois de la fast fashion, ultra fast fashion ou des marketplaces un peu controversés. Donc c'est aussi le type de collaboration commerciale qui sont faites par ces influenceurs-là sont extrêmement larges et du coup aussi avec des marques pas très éthiques. Et dans le temps, c'est toujours le lifestyle qui a été prédominant sur les autres thématiques? Alors, je ne saurais pas revenir au tout début de l'influence marketing, mais en tout cas, c'est sûr que ces 3 dernières années, il y a notamment une étude de l'agence Reach qui sort chaque année, qui revient un peu sur les grosses tendances de l'influence marketing en France notamment. Et c'est clair que le lifestyle a toujours été très prédominant dans les thématiques portées par les créateurs de contenu depuis plusieurs années. Ouais. Et au niveau des plateformes qui sont utilisées, finalement, est-ce qu'il y en a une qui domine par rapport aux autres? Sur l'influence marketing, en général, notamment donc sur le fait de passer par des influenceurs pour faire des collaborations commerciales, les marques, elles vont privilégier Instagram. Ça reste la plateforme la plus normale, on va dire, la plus démocratisée pour faire de l'influence marketing en France aujourd'hui. Après, il y a bien sûr d'autres plateformes comme YouTube et on arrive de plus en plus aussi à TikTok, qui devient un peu une plateforme où des collaborations arrivent de plus en plus, mais globalement, les influenceurs, notamment les influenceurs lifestyle, le plus, ça va être sur Instagram, qui est la plateforme pour faire des collaborations. Et ce qui est aussi particulier avec Instagram, c'est que en fait, les influenceurs qui sont sur Instagram ne peuvent justement gagner leur vie qu'à travers les collaborations, parce que Instagram ne rémunère pas ses créateurs avec les publicités, contrairement à ce que fait TikTok ou YouTube, où en gros, même si on ne fait pas de collaboration, en fait, on est rémunéré parce qu'il y a des publicités qui passent avant les vidéos, avant les posts, etc. Ce qui n'est pas le cas sur Instagram. Donc, il y a aussi un sujet du coup sur la dépendance de ces créateurs-là aux annonceurs, plus que sur d'autres plateformes. Alors le but de Paye ton influence, c'est aussi de montrer qu'une influence responsable est possible. Concrètement, pour faire le bilan un peu de l'influence aujourd'hui, tu as dit que par exemple la thématique de lifestyle était prédominante. C'est quoi un peu le bilan de l'influence? Quelle est responsable aujourd'hui? Ce qu'il faut comprendre, de un, c'est que l'influence marketing est à l'image de la publicité classique. Globalement, quand on regarde la télé, on va avoir peut-être 90% de publicité pour des choses pas très éthiques, pour de la malbouffe, pour des voitures, etc. Et un 10%, on va dire, plutôt de produits ou de services un peu plus éthiques. En fait, c'est un peu globalement, alors c'est pas là je sors des pourcentages un peu de mon chapeau, mais on va dire globalement, c'est un peu ce qu'on retrouve aussi sur l'influence marketing. Donc, depuis quand même la création de Paye ton influence, on voit que typiquement sur les types de partenariats, on a une évolution positive. Par exemple, on a de plus en plus d'associations, d'ONG qui se sont mis à faire des collaborations avec des influenceurs. Donc ça permet en fait de diversifier les annonceurs et les collaborations que peuvent faire les créateurs. Donc ça leur permet d'avoir plus d'opportunités de faire des collaborations un peu plus éthiques. On a aussi par exemple des acteurs de la transition écologique comme par exemple la SNCF, pareil, qui font de plus en plus de collaborations avec des créateurs. Donc pareil, une nouvelle opportunité pour des créateurs pas forcément très engagés aussi de diversifier leurs collaborations. Mais globalement, dans les annonceurs les plus présents, on reste globalement sur des annonceurs pas très éthiques dans la majorité des cas. Et ensuite, sur la question plus des imaginaires portés dans l'influence marketing, donc ce que vont en fait normaliser les influenceurs à travers ce qu'ils montrent, à travers leur vie au quotidien, on a vu il y a 2 ans une évolution notamment sur l'avion par exemple. On avait beaucoup de créateurs qui se faisaient assez critiquer par leur audience à cause du fait de trop prendre l'avion, notamment pour des voyages presse ou des voyages avec des marques par exemple, de trop normaliser ça. Donc il y a eu un peu une baisse, les influenceurs osaient moins un peu, on va dire, se montrer dans les aéroports, dans les avions, dans leurs voyages, etc. Et en fait, on voit que c'est un peu reparti maintenant, que le backlash écologique en fait est aussi arrivé dans l'influence marketing. Donc ce qui est aussi intéressant avec Paye ton influence, c'est qu'on a vu finalement quand même une certaine forme de prise de conscience de la responsabilité que pouvaient avoir les influenceurs par rapport à leur audience, notamment suite à tout ce qui a eu, tous les scandales qu'il y a eu avec les influenceurs télé-réalité, où il y a eu, le secteur s'est dit, ah oui quand même, on a eu un impact sur l'audience, on ne peut pas l'ignorer. Cette prise de conscience a mené à certaines réflexions sur les partenariats, sur ce qui était normalisé, etc. Et aujourd'hui, on voit des retours en arrière. Pareil, sur les annonceurs, par exemple, il y a eu un gros backlash autour de la fast fashion, même avant Chine d'ailleurs. Du coup, il y avait pas mal d'agences avec pas mal de créateurs lifestyle qui se sont éloignés des partenariats avec des marques de fast fashion, hein, même
des fast fashion un peu classiques, du Pimki, Jennifer, etc. Ensuite, il y a eu Shein qui est arrivé. Shein a été vu comme le mal, en fait, dans l'échelle du pire de ce qui pouvait exister dans l'ultra fast fashion. Et donc, ça a permis à d'autres marques d'ouvrir la fenêtre d'Overton et de voir d'autres marques de fast fashion un peu normalisées. Donc, c'est-à-dire que, en fait, par exemple, des H&M aujourd'hui reviennent sur le devant de la scène dans réussissent à refaire des partenariats avec des influenceurs, alors que concrètement, c'était une entreprise qui avait été impliquée dans le scandale autour des Ouïghours, de la liste de la honte, etc. Et en fait, aujourd'hui, ça a été renormalisé de faire des partenariats avec H&M. Donc on voit en fait aussi des retours en arrière, et ça montre en fait que là, il faut toujours mettre de la pression sur le secteur. Sinon, en fait, comme dans la société en général, les choses reviennent un peu à la normale, quoi. Toi, j'imagine que tu parles quotidiennement aussi avec des influenceurs. C'est quoi un peu leur retour sur ça? Ça dépend, on va dire que... Alors, je parle pas forcément quotidiennement à des créateurs de contenu. Je suis en lien avec pas mal d'agences d'influenceurs, que ce soit des agences engagées ou pas engagées, avec notamment aussi les pouvoirs publics, avec certains créateurs qui vont être des créateurs pas forcément ultra engagés, mais en tout cas qui se posent des questions, etc. En fait, ce qui est compliqué pour la plupart d'entre eux, pour les créateurs, c'est la question du business model, en fait. Les parts des créateurs sont quand même globalement très dépendants des collaborations commerciales. Ce que tu disais avec Instagram, par exemple. Exactement. Ils ont souvent très peu d'opportunités, alors deux types de revenus. Alors aujourd'hui, par exemple, les très très gros influenceurs, Inoxtag, comme je disais, Squeezie, Lena Situation, par exemple, eux, en fait, ils font des business à côté justement pour être un peu moins dépendants. Mais quand on est dans la fourchette entre, je sais pas, 50 000 et 500 000 abonnés, en fait, c'est aussi, ils n'ont pas forcément les moyens d'avoir des side business à côté. Donc, ils sont très dépendants des collaborations commerciales. Et aujourd'hui, concrètement, ce qui rémunère le plus, c'est forcément des annonceurs qui sont très éthiques. C'est les plus grosses entreprises, donc c'est les entreprises qui ont le plus d'impact, etc. Et les entreprises un peu plus engagées, alors déjà, il y a une plus grosse concurrence parce qu'il y en a moins qui font des collaborations commerciales avec les influenceurs. Et puis, au niveau de la rémunération, globalement, quand on fait, par exemple, je sais pas, une collaboration avec, par exemple, une marque d'alimentation bio, une marque de cosmétiques bio, par exemple, forcément, c'est des marques plus petites qui ont beaucoup moins de moyens. Et donc, se pose la question de comment, quand on est créateur, on peut vivre de sa création de contenu tout en ayant un cadre éthique assez engagé. Et donc, c'est souvent, pour certains créateurs, un peu une bataille entre leurs convictions personnelles et la réalité qui est que s'ils veulent vivre de leur création, ils doivent faire certaines collaborations commerciales. Donc, c'est un peu cet enjeu-là. Et surtout, aujourd'hui, il y a forcément de plus en plus de créateurs qui émergent, parce que c'est de plus en plus facile aujourd'hui de créer du contenu sur les réseaux. C'est facilité, on a les moyens, il suffit d'avoir un téléphone et un micro, et même pas forcément aujourd'hui. Et donc, on a aussi une concurrence accrue entre créateurs, ce qui fait que une marque on va lui refuser, un influenceur qui va refuser une collaboration avec une marque, la marque va en fait trouver un autre créateur directement après. Et surtout, ça emmène aussi les prix vers le bas, parce que ça va être les marques qui vont dominer la discussion commerciale, parce qu'elles vont dire ok, toi tu veux pas à ce prix-là, en fait je vais trouver un autre créateur qui fait à peu près la même chose que toi et qui pourra accepter la collaboration. Donc il y a aussi des enjeux de business model qui sont assez importants et qui freinent en fait l'avancée vers une influence un peu plus éthique. Toi, tu le disais au début, justement, les marques maintenant se servent des influenceurs pour faire de la publicité, etc. Est-ce que ça touche tous les secteurs, ça, aujourd'hui ? Aujourd'hui, ça touche à peu près, oui, tous les secteurs. On a globalement tous les secteurs économiques qui font de la publicité, même aujourd'hui des lobbies agro-industriels, par exemple, ou même plein de types de lobbies qui passent aussi par les créateurs de contenu. Donc oui, il y a une prise de conscience globale de la force du marketing d'influence par le monde économique au global. Et donc, il y a énormément de secteurs différents aujourd'hui. D'ailleurs, même les pouvoirs publics, le gouvernement, etc. Même la caisse d'allocation familiale, la caisse de santé, etc. font des collaborations. Donc oui, c'est très très large aujourd'hui les types d'entités qui font des collaborations avec des créateurs. Et donc, on a aussi des exemples par le passé d'influenceurs qui se sont rendus compte que leur partenariat n'était pas forcément éthique et qui sont revenus sur leur partenariat. On a eu, il y a eu des cas là-dessus, des influenceurs qui en fait n'ont pas forcément pris conscience du type de collaboration qu'ils pouvaient faire. Un cas qui est assez emblématique, qui a fait pas mal de bruit à l'époque, c'est le cas d'une influenceuse qui avait accepté une collaboration avec
Bayer, donc le géant pharmaceutique et agrochimique, qui produit des médicaments mais aussi des pesticides, et qui en gros durant le salon de l'agriculture, cette influenceuse a été sur le stand du coup de Bayer et avait dit notamment que les pesticides c'était des médicaments pour les plantes, et ça avait fait polémique. On avait fait des stories avec Pékin Influence, on l'avait envoyé aux journalistes de Vaquita qui a fait une enquête et qui avait découvert notamment que l'influenceuse ne savait pas vraiment qui était Bayer, qu'en gros elle avait accepté parce que son agence lui avait dit d'accepter, et suite à ça en fait elle a totalement enlevé les stories, elle a dit regretter avoir fait le partenariat et de même pas accepter du coup l'argent qui lui avait été proposé. Donc on a des créateurs qui prennent conscience. On a Squeezie, si on reste sur la question des lobbies, Squeezie qui a dit qu'il avait regretté avoir fait un partenariat avec le CNIEL, donc le lobby des produits laitiers justement parce que c'était un lobby. Et globalement en fait les influenceurs souvent ils prennent conscience lorsqu'il y a des retours négatifs de leurs audiences en fait. Parce qu'il faut comprendre aujourd'hui c'est que vraiment l'audience a un pouvoir énorme dans l'évolution des influenceurs vers plus d'éthique concrètement. C'est parce qu'un influenceur aujourd'hui n'est dépendant, enfin n'est riche finalement que des personnes qui le suivent. Un influenceur qui n'a plus d'abonnés, ce n'est pas un influenceur. Et donc forcément, ils vont beaucoup regarder les retours de leurs audiences et aussi faire évoluer leur création de contenu en fonction de ça, que ce soit sur les partenariats ou les concepts de vidéos ou la création de contenu en général. Et le fait que les influenceurs soient de plus en plus jeunes aussi, peut-être, ça crée un décalage entre finalement le pouvoir des marques et le pouvoir de certains influenceurs de détecter, on va dire, ce qui est bien ou pas bien. Dans ce qui est éthique aussi. Exactement. On voit d'ailleurs énormément d'influenceurs très jeunes qui arrivent avec plein de naïveté aussi sur les réseaux, qui sont directement, quand ils commencent à avoir pas mal d'abonnés, à être approchés par plein de marques différentes et qui n'ont pas forcément les codes pour aller déterminer est-ce que je suis en train de faire du greenwashing si j'accepte ce type de partenariat, est-ce que vraiment c'est éthique, etc. S'ils sont seuls, c'est-à-dire que s'ils n'ont pas d'agence derrière eux ou d'agents qui les aide dans leur carrière et qui a un peu fait le tri pour les collaborations, ils vont être amenés à potentiellement accepter des choses qui sont pas très éthiques du tout. Et d'ailleurs, mais on voit même des agences, même des influenceurs qui sont en agence, comme l'influenceuse qui travaille avec Bayer par exemple, même des agences qui en fait font pas le travail aujourd'hui d'aller faire, mais j'ai envie de dire, le basique de la recherche sur un annonceur. Et ça, c'est vraiment systémique dans l'influence marketing, le peu de recherche qui est fait sur les annonceurs. Alors on peut se dire, des fois on a l'impression que c'est... moi j'ai l'impression que c'est pas chercher pour pas savoir trop de choses et pour pouvoir dire qu'on ne savait pas. J'ai l'impression qu'il y a un peu ce phénomène-là, mais ce qui est sûr, c'est que quand on voit certaines grosses entreprises qui arrivent, par exemple des Amazon aujourd'hui, qui arrivent naturellement à faire des collaborations avec plein de créateurs de contenu, enfin je veux dire, il suffit de taper Amazon scandale, Amazon polémique, pour en avoir plein, que ce soit sur des questions sociales, notamment de conditions de travail, ou des questions bien sûr environnementales. Et on se dit que quand cette recherche elle n'est pas faite, c'est quoi? C'est une volonté de ne pas savoir, c'est une volonté d'accepter l'argent malgré tout, etc. Mais ce qui est sûr, c'est que oui, les influenceurs jeunes, ils sont plus influençables, naturellement, et ils ne sont pas forcément aussi très bien accompagnés. Il y a eu d'ailleurs pas mal de scandales avec des agences qui pouvaient aussi se faire de l'argent sur le dos de jeunes créateurs en un peu les arnaquant, en leur donnant pas exactement les montants que leur proposaient les annonceurs, etc. Enfin bref, du coup, bien sûr, ils peuvent être aussi instrumentalisés même par les agences dans lesquelles ils sont. Aujourd'hui, passer par un agent, c'est pas forcément la chose la meilleure, comme tu viens de le dire. Ce serait quoi un peu les choses à savoir, à garder en tête quand on est un influenceur et qu'on veut se lancer justement dans des contenus pour avoir justement une communication qui est éthique? Alors, il y a plein de choses à savoir. Et d'ailleurs, je fais ma pub, mais je vais sortir un guide de l'influence responsable avec l'ADEME, justement pour pouvoir aider les créateurs de contenu, les agences, enfin tous les acteurs de l'influence marketing, justement pour éviter de faire du greenwashing ou d'avoir une communication qui ne serait pas responsable. Mais globalement, en fait, alors déjà, le b.a.-ba, j'ai envie de dire, c'est connaître la législation et la loi. Ce qui est déjà pas le cas pour beaucoup de créateurs et beaucoup d'agences qui vont en fait potentiellement connaître les grandes lignes, donc mentionner la collaboration commerciale, etc., mais qui vont pas être très au courant sur la question de certains secteurs spécifiques. Par exemple, on a vu très récemment encore des influenceurs se faire épingler par l'association Addiction France parce qu'ils n'ont pas respecté la loi E20. Alors que globalement, aujourd'hui, on est censé quand même savoir, quand on est un créateur ou une agence, quelles sont les réglementations autour
de la promotion notamment de l'alcool ou de la cigarette. Et donc voilà, connaître la législation, je pense que c'est un peu le b.a.-ba. Donc soit être accompagné par des juristes quand on est une agence, ou même quand on est un créateur indépendant, si on n'est pas sûr en fait concrètement, enfin avoir quelqu'un en tout cas à qui poser des questions, parce qu'on n'est pas censé non plus connaître la loi par cœur, etc. Enfin il y a des subtilités. Et ensuite après c'est, j'ai envie de dire, le bon sens, c'est se poser les bonnes questions. C'est-à-dire que typiquement, avant d'accepter un partenariat, me poser les bonnes questions en tant que créateur ou en tant qu'agence. Ok, c'est quoi cette entité? Est-ce qu'elle est privée publique? À qui elle appartient? Qu'est-ce qu'elle vend comme produit? Dans quelles conditions c'est fait, etc. Est-ce qu'il y a des polémiques et des scandales liés à cette entité? Est-ce que quand elle me dit de dire que le produit est plus écologique, est-ce qu'il y a des preuves en fait derrière concrètes? Est-ce qu'il y a des chiffres? Est-ce que il y a des études concrètes qui peuvent être mentionnées justement pour le public et pour l'audience? En fait, c'est vraiment la question de se poser les bonnes questions et d'avoir des preuves concrètes de ce qu'on va dire quand on va faire une collaboration commerciale. J'ai envie de dire ça, c'est vraiment la base. Et si tout le monde respectait ça déjà, globalement, on aurait un secteur de l'influence marketing qui serait beaucoup plus éthique. Après, forcément, on peut aussi aller plus loin, c'est-à-dire que quel est le cadre éthique dans lequel j'ai envie de faire ma création de contenu? Qu'est-ce que je m'autorise? Qu'est-ce que je m'autorise pas? Est-ce que je m'autorise du Shein? Ok, si je m'autorise pas du Shein, est-ce que je m'autorise à promouvoir de la fast fashion comme Pinky ou Jennifer, qui sont des entités françaises par exemple? Ou est-ce que finalement je dis non à tout ça parce que c'est dans mon cadre éthique, c'est même une entreprise de fast fashion française, ça reste de la fast fashion et du coup avec des impacts. Donc c'est aussi un peu le cadre éthique que chaque influenceur a envie de se mettre. Et j'ai envie de dire aujourd'hui, on a quand même globalement des créateurs de contenu qui font pas, pour la plupart qui font pas des collaborations qui sont complètement horribles, mais qui ont quand même un cadre éthique qui est pas très exigeant. S'il y avait juste un peu plus d'exigence, ce serait un peu mieux quand même. Et globalement, voilà, donc c'est un peu, j'ai envie de dire, le b.a.-ba. Et les influenceurs, ils peuvent aussi évoluer dans le temps. C'est aussi ce qu'on dit avec Pay to Influence, c'est que on sait très bien que du jour au lendemain, on n'aura pas tous les influenceurs qui vont être écolos, qui vont faire que des collaborations ultra éthiques avec des entités éthiques. Donc déjà, ce serait pas possible parce qu'il n'y a pas assez d'annonceurs éthiques pour tous les influenceurs aujourd'hui. Mais c'est au moins se dire, ok, donc aujourd'hui, j'ai, je sais pas, 80% de mes partenariats qui sont avec des entreprises qui peuvent être discutables parce que les pratiques sont pas incroyables. Comment je fais pour que l'année prochaine, ce soit que 70% de mes partenariats, que finalement, dans les 30% restants, il y ait peut-être un peu plus d'assos, d'ONG ou d'acteurs un peu plus engagés, par exemple. C'est changer au fur et à mesure. Ouais, il peut aussi y avoir pas mal de changements au fur et à mesure parce que c'est compliqué, parce que le business model sur la longueur en fait est compliqué à tenir concrètement aujourd'hui parce qu'il y a une concurrence accrue. Mais en fait, c'est pas si compliqué en fait globalement d'intégrer un peu plus d'éthique, mais ça demande forcément un peu plus de temps à consacrer à se poser des questions et à faire un peu le bilan de ce que j'ai envie de promouvoir en tant qu'influenceur concrètement. Et aujourd'hui, donc il faut le dire, quand c'est une collaboration commerciale, est-ce que ça s'est fait correctement par les influenceurs ? Alors, ce qui est important aussi à noter, c'est que même avant la loi influenceur, il fallait le dire. Parce que dans la loi, quand on fait une publicité, elle doit être mentionnée comme une publicité. Même avant la loi influenceur qui a rappelé le fait que les influenceurs étaient obligés de mentionner cette collaboration commerciale. Mais globalement, aujourd'hui, alors, j'ai envie de dire que quand même depuis la loi influenceur qui a rappelé le fait qu'ils étaient obligés de mettre des mentions pour mentionner la collaboration, c'est beaucoup plus fait par les créateurs globalement, parce que aussi les audiences, elles sont assez alertes, donc quand une collaboration n'est pas mentionnée directement, elles vont le dire à l'influenceur. Donc globalement, c'est de plus en plus fait. Par contre, il y a certains sujets quand même qui est que c'est pas forcément bien fait, c'est-à-dire que on a dans une story le collaboration commerciale qui est en haut à gauche en tout petit derrière le pseudo, donc en fait ce n'est pas visible, donc ça ne respecte pas la loi parce que ça doit être directement visible. Par exemple sur un post Instagram, quand on fait une collaboration, le mentionner à la fin de la description du post, c'est-à-dire qu'on doit cliquer sur voir plus pour voir que c'est une collaboration commerciale, pareil, ce n'est pas légal. Enfin, ça ne correspond pas à la loi. Donc, pareil, on a en fait des fois des mentions, mais qui sont pas bien visibles, donc qui ne respectent pas en fait le cadre légal aujourd'hui. Donc ça arrive de plus en plus. Et par contre, on a quand même
aussi au niveau des pouvoirs publics, de l'investissement qui a été mis pour essayer justement d'avoir de plus en plus de sanctions dissuasives pour ce type de non-respect de la législation, donc notamment la DGCCRF, donc la Direction générale de la consommation et de la répression des fraudes, qui de plus en plus a fait des sanctions en fait contre des influenceurs, justement parce qu'ils n'ont pas mentionné par exemple de manière adéquate leur collaboration commerciale, et donc ce qui est quand même crée un précédent, et donc ça incite quand même beaucoup plus les créateurs ensuite à respecter cette législation. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des créateurs qui sont pas au courant de tout ça? Moi, j'imagine que quand on est jeune, quand on se lance sur des plateformes, etc., on n'a pas forcément conscience de tout ça non plus. Alors je pense que oui, il y en a forcément quand on est jeune. J'ai envie de dire que si on regarde tous les contenus qui sont faits chaque jour, on peut trouver, j'imagine, des milliers de contenus qui sont en collaboration ou qui ne sont pas mentionnés ou qui ne respectent pas X ou Y loi. Et c'est aussi la difficulté aujourd'hui, qui est que, par exemple, alors oui, à la DGCCRF, il y a un peu plus de personnes qui ont été mis pour travailler sur la question des réseaux sociaux et un peu aller voir ce qui se passe, mais globalement, il n'y a pas du tout assez de personnes au niveau des pouvoirs publics pour aller détecter concrètement ce qui se passe de mal dans les millions de contenus qui sont postés, et je ne parle même pas des stories éphémères, où en fait, au bout de 24 heures, si on n'a pas vu, concrètement, le contenu n'est plus visible. Donc c'est extrêmement complexe aujourd'hui d'aller traquer en fait tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Alors j'ai envie de dire, aujourd'hui il y a peut-être de plus en plus d'outils qui sont à disposition des pouvoirs publics. Alors j'aime pas promouvoir l'IA, mais je sais qu'à travers l'IA, ça peut aussi de plus en plus être possible. Mais globalement, il manque beaucoup quand même de moyens aujourd'hui financiers et humains pour aller détecter tout ce qui se passe et pour justement aussi aller faire de la pédagogie auprès des plus jeunes, par exemple, qui sont sur les réseaux. Et aujourd'hui, donc, si je suis en particulier, si je suis sur un réseau social, que ce soit Instagram, TikTok, ou même YouTube, comment je fais pour voir en fait si la communication respecte bien, on va dire, la loi, et puis savoir si c'est éthique ou pas? Est-ce qu'il y a des choses à garder en tête? J'ai envie de dire, en fait, les audiences, elles doivent un peu se poser les mêmes questions que les influenceurs avant d'accepter la collaboration commerciale. Alors déjà, la première chose qu'on peut voir, c'est si je vois un contenu d'un influenceur qui promeut une entreprise, est-ce que je vois le collaboration commerciale directement? Par exemple, sur Instagram, il y a une fonction qui fait que directement, en fait, l'influenceur il peut cocher collaboration commerciale, et du coup, ça va apparaître en fait en haut du post ou de la vidéo, et donc c'est directement visible. Donc ça, c'est pour la question de la collaboration commerciale. Ensuite, on peut, en regardant le contenu, on peut se dire, est-ce que je peux clairement identifier avec quelle entreprise et fait cette collaboration commerciale pour vraiment savoir concrètement qui me vend quoi et quel est, de où parle l'influenceur. Et ensuite, on peut se poser des questions sur est-ce que cette entreprise elle est éthique, donc aller aussi rechercher, dire ah oui là je suis pas sûre que cette entreprise soit vraiment éthique, elle est recherchée sur Google. Hein. Franchement on tape le nom de l'entité plus scandale, le nom de l'entité plus polémique, hein. Souvent en l'espace de 10 secondes on a accès au plus gros scandale de l'entreprise. Et puis ensuite sur tout ce qui est vendu, par exemple si c'est un produit, quand on me dit ce produit, je sais pas, respecte l'environnement et 10% de moins, plus écologique, etc., est-ce qu'on m'apporte des preuves? Est-ce que concrètement on me dit, ok, comparativement à ça, est-ce qu'on me dit, vous pouvez aller voir l'étude ici, etc. Donc est-ce que concrètement on m'apporte des preuves? Est-ce que tout ce qui est dit, est-ce que toutes les allégations qui sont dites dans cette vidéo en collaboration avec une marque, est-ce qu'elles peuvent être prouvées par des preuves qui sont accessibles, soit sur le site de la marque, soit à travers des études qui peuvent être citées par la marque, par exemple. Et globalement, ça, c'est pas ce qui est fait. Typiquement, dans le cadre d'une collaboration, les influenceurs vont promouvoir la marque, dire que c'est génial, dire que X ou Y truc, mais globalement, quand il y a des allégations, notamment, je parle beaucoup de la question du greenwashing, quand il y a des allégations en lien avec les questions environnementales, elles sont très très rarement liées à des liens pour aller voir concrètement sur le site de la marque ou à des preuves scientifiques X ou Y. Est-ce que tu trouves que le climat, justement, sur les réseaux sociaux, c'est un sujet qui est clivant? Parce que j'ai l'impression que quand on regarde un peu les commentaires sur des sujets climatiques, on a aussi beaucoup de mauvais commentaires, parfois un peu plus, je trouve, en tout cas c'est subjectif, hein, mais que par rapport à d'autres, on va dire, lifestyle, etc. C'est quoi un peu ton point de vue dessus? Est-ce que pour toi, tu penses la même chose ou pas forcément?
Oui, je pense totalement la même chose. J'ai l'impression que, en fait, ce clivage, il est de plus en plus présent. Globalement, les réseaux sociaux deviennent de plus en plus clivants. On est en fait chacun aussi dans nos bulles de filtre. Donc, on est sur, voilà, l'algorithme nous envoie que vers des contenus qui nous plaisent, etc. Et donc, une fois, par exemple, quand un contenu très engagé arrive sur le feed d'une personne qui ne l'est pas du tout, voire qui est climato-sceptique par exemple, c'est là où ça peut créer voilà, des commentaires extrêmement négatifs. Et globalement, on a aussi une violence exacerbée de plus en plus sur les réseaux sociaux qui pousse à plus de dialogue du tout, qui est juste un clivage entre oui, non, vrai, faux, etc. Et sur la question environnementale, de plus en plus, en fait, ce qui est assez déprimant, c'est de voir que dans les années 2019-2020, juste avant le Covid, il y avait les marches climat, on en parlait de plus en plus. Enfin, il y avait quand même une dynamique globale sur les questions environnementales. Ensuite, il y a eu le Covid. Là, on voit le backlash écologique et donc des créateurs de contenu engagés sur les questions environnementales qui, oui, se prennent des vagues de harcèlement. Alors, bien sûr, c'est beaucoup aussi envers les femmes, hein, concrètement. La violence est très, très forte contre les femmes influenceuses, notamment les femmes influenceuses quand elles sont engagées sur des causes. Et donc, oui, ça peut être extrêmement violent. La montée aussi de l'extrême droite sur les réseaux sociaux, du climato-scepticisme, qui ne remet plus en question la réalité du changement climatique, mais la cause humaine du réchauffement climatique, qui fait que ça devient de plus en plus complexe d'être audible sur des questions environnementales. Et d'ailleurs, même avec Paye ton influence, on le voit, par exemple sur la question de l'avion, tout bête. Il y a encore quelques années, on pouvait pas mal parler de créateurs de contenu qui normalisaient le fait de prendre l'avion pour des destinations extrêmement lointaines, pour des courtes durées, etc. Aujourd'hui, j'ai l'impression de ne plus être audible sur ce sujet parce que en fait, c'est tellement renormalisé, c'est tellement plus un sujet chez les créateurs de contenu qu'en fait, on se dit, bon bah oui, parler de ce créateur qui prend l'avion, en fait, bah, c'est pas très juste pour les centaines de milliers d'autres qui le font et qui font exactement la même chose et qui sont quasiment plus du tout embêtés, même par les audiences. Et donc, ouais, les sujets environnementaux sont de plus en plus complexes à faire émerger. Je pense que c'est aussi le contexte géopolitique qui est aussi globalement angoissant sur tellement d'autres points, qui fait que c'est aussi compliqué de parler d'écologie, ce qui est moins... ce qui est globalement, même si c'est extrêmement visible dans notre quotidien de plus en plus, ce qui est moins tangible globalement au quotidien. Mais donc oui, c'est compliqué d'être un créateur engagé aujourd'hui sur les réseaux. C'est de plus en plus violent, en tout cas en termes de harcèlement ou en termes de commentaires. Parce que peut-être, moi j'imagine, hein, pour quelqu'un qui est sur un réseau social, il n'a pas forcément envie de trop plonger, on va dire, dans le contexte que tu dis. C'est peut-être aussi ça, hein, l'impact, en fait. Ouais, bien sûr. Il y a aussi ce sujet qui est que beaucoup de gens vont sur les réseaux sociaux pour aussi fuir la réalité, donc pour aller vers du divertissement. D'ailleurs, le divertissement, ça fonctionne très bien, hein, quand on voit les vidéos de Squeezie qui font des millions de vues, par exemple, ou même d'ailleurs, les créateurs, il y a beaucoup de créateurs qui sont très très suivis, et ils sont suivis justement parce qu'ils permettent aux audiences juste d'avoir un peu le sourire, le temps d'un contenu, d'une vidéo, etc. Et aussi la question, par exemple, de l'écologie, elle est aussi difficile à évoquer pour les créateurs qui ne sont pas du tout engagés, parce que ça vient aussi en contradiction avec ce qu'ils représentent. Donc typiquement, alors même si, par exemple, on a eu McFly et Carlito qui ont reçu Jean-Marc Jancovici, qui ont parlé à cœur ouvert un peu de leur empreinte carbone, de leur réflexion, etc. C'est compliqué parce que c'est quand même des créateurs qui, globalement, vont faire des collaborations commerciales qui ne sont pas 100% éthiques, qui vont aussi un peu prendre l'avion, etc. Et ça va leur être reproché aussi. Donc on a aussi cette difficulté à faire émerger l'écologie des créateurs pas engagés parce que, en fait, les audiences aussi sont extrêmement en attente de cohérence et peuvent voir en fait le fait de parler d'écologie alors qu'on l'incarne pas concrètement dans son quotidien, quelque chose qui est pas cohérent. Donc c'est pour ça que c'est aussi compliqué pour des créateurs pas du tout engagés d'avoir des discours sur les questions environnementales. Alors on a parlé tout à l'heure donc de la loi sur les influenceurs en 2023. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a des nouvelles réglementations qui sont en cours, des nouvelles choses qui sont à connaître sur justement le secteur de l'influence ? Il y a pas mal de réflexions, oui, et de travaux en cours sur une nouvelle réglementation pour le secteur de l'influence. Donc là, récemment, il y a un gros rapport sur le numérique et les réseaux sociaux qui est sorti. Donc notamment le rapport de la Porte Vogetta qui propose 70 nouvelles mesures pour mieux encadrer
le secteur de l'influence et globalement les plateformes de réseaux sociaux. Alors c'est un rapport qui a été remis donc, au Premier ministre et à la ministre du numérique et qui normalement est voué à créer une loi influenceur 2, donc une nouvelle version de la loi influenceur pour aller un peu plus loin dans l'encadrement du secteur. Alors les sujets principaux, c'est beaucoup l'encadrement des plateformes comme Mime ou OnlyFans, par exemple, où en fait il y a de plus en plus de créateurs de contenu qui sont sur ces plateformes et qui les valorisent pas dans un cadre légal assez flou. La question aussi du masculinisme en ligne. Mais du coup, dans ce cadre-là, il y a très peu les questions environnementales qui sont intégrées. Dans le rapport. Dans le rapport. D'accord. Qui typiquement elles ne sont pas du tout mis en avant concrètement, même si on l'a proposé avec Pétition d'influence, mais tout simplement parce que c'est déjà très complexe d'aller encadrer par exemple la promotion de certaines entités avec des forts impacts environnementaux, parce qu'en fait il faudrait l'interdire dans l'ensemble de la publicité. Donc voilà, il y a pas mal de freins là-dessus. Donc oui, il y a de nouvelles réglementations qui arrivent, mais pas sur des questions environnementales. Il y a un sujet pour moi majeur qui est l'encadrement des plateformes en fait aujourd'hui. Récemment, TikTok là a été condamné par l'Union européenne à cause de son algorithme trop addictif. Donc TikTok est censé revoir son algorithme pour rester dans la réglementation européenne sur le numérique qui s'appelle le Digital Services Act. Et aujourd'hui, concrètement, on voit que au niveau français et européen, on n'a pas beaucoup de pouvoir assez important face à ces plateformes. On en est très dépendant pour notre communication globalement. Aujourd'hui, on est tous toutes les entreprises et tous les particuliers sont sur Instagram, TikTok, peut-être Facebook un peu pour les anciens, LinkedIn, etc. Donc on reste ultra dépendant de ces plateformes-là et on a beaucoup de mal en fait à avoir un contre-pouvoir assez important pour réguler la manière dont elles fonctionnent en Europe. Et aussi en France, même s'il y a des choses qui arrivent de plus en plus, heureusement, pour essayer de justement être moins un peu esclave de ces plateformes-là, alors qu'elles ont un impact sociétal extrêmement important, et notamment sur la question de l'information et des fake news, l'IA aussi qui arrive, etc., notamment dans le cadre d'élections présidentielles, notamment l'élection qui va arriver en France. C'est des sujets majeurs qui sont de plus en plus traités aussi au niveau gouvernemental sur comment éviter les ingérences étrangères à travers ces plateformes, comment éviter la diffusion de fake news. Et ça, c'est des choses qui sont compliquées à mettre en place, ces réglementations, parce qu'on voit qu'on n'est pas forcément gagnant dans le rapport de force, étant donné leur puissance internationale. Merci de nous avoir suivis, abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos, et je vous dis à très bientôt.